Ok, hop, c'est parti. Alors, je suis en visio avec Jacques Bélanger, qui a été le chanteur de Exciter le temps de 3 albums et qui bosse actuellement sur un nouveau projet. Alors, dans un premier temps, Jacques, merci d'avoir accepté cette interview. T'en prie? Alors, du coup, tu es en direct du Canada, c'est ça? Exactement. Plus précisément de Gatineau, la ville de Gatineau qui est voisine de la capitale du Canada, à savoir Ottawa. D'accord, ok. Alors, du coup, voilà, ici en France, c'est 17h49. Pour toi, là, c'est quelle heure? Mhm. Il est 11h49, donc 11h49, tout d'accord. juste avant midi. Ok. Donc voilà, justement, voilà, tu es canadien, mais tu fais partie de la frange qui parle français. Est-ce que tu pratiques la langue couramment ou le français Quand ou... tu parles du français? Oui, Le français est ma langue maternelle. d'accord. Quoique, bon nombre de Français hexagonaux vont dire, ah non, les Québécois ne parlent pas le français. C'est une espèce de dialecte. Mais bon, je suis persuadé qu'on va se comprendre, toi et moi. Ça va, on va essayer de faire au mieux. Et du coup, dans Exciter, tu étais le seul à parler le français ou pas? Ou il y en avait d'autres, hein? En fait, assez surprenamment, à l'époque, quand on a formé, je veux dire, la nouvelle version d'Exciter avec Rick Charon au drum et puis Mark Charon à la basse, deux bonhommes qui partagent le même patronyme mais qui n'ont pas aucun lien de fait, aucun lien de parenté. Ces deux-là étaient des Franco-ontariens, donc des gens dont la langue maternelle était le français aussi. D'accord. Donc nous étions trois francophones et un seul anglophone, à savoir John Ritchie, dans cette version-là d'Exciter. Ah oui, d'accord, il devait être content, quoi. D'accord. Donc du coup, alors tu portes le même nom de famille que Denis Bélanger, le chanteur de Voivode. Vous avez, Exactement. là, vous avez un lien de parenté, vous deux, ou pas du tout? Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, des Bélangers, il y en a des masses. D'accord. Donc, nous ne sommes pas de la même région. Moi, je suis venu au monde dans une ville de la Côte-Nord, en face de la Gaspésie. Je sais pas si tu peux situer le fleuve Saint-Laurent, l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Bon, du côté nord de cette île, c'est là que je suis né, alors que Denis est, si je ne me trompe pas, venu au monde à Jonquière, qui est beaucoup plus vers l'ouest, toujours au nord du fleuve Saint-Laurent, mais le long d'une rivière qu'on appelle la rivière Saguenay. Et puis Jonquière, en fait, je me demande si ça n'a pas été fusionné à la ville de Saguenay et ça s'appelle maintenant Saguenay, tout simplement. D'accord. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Ça dépend ce que tu veux savoir. En fait, si c'est strictement sur le plan musical, mon nom est Jacques Bélanger. Je suis originaire du Québec, comme on vient de le mentionner. J'ai commencé à faire de la musique aux alentours de assez tard. En fait, je ne sais jouer d'aucun instrument. Donc, à 17 ans, je me suis dit, tiens, je vais faire la partie facile. Je n'aurai rien à apprendre. Je vais chanter. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas si facile que ça, surtout quand on veut chanter du heavy metal. Euh, je suis de profession un traducteur, donc je travaille au gouvernement fédéral canadien. Je gagne ma croûte à traduire des documents de nature militaire sur le renseignement et la sécurité nationale. Je suis marié. Je n'ai aucun enfant. Je suis marié avec l'une de tes compatriotes, donc une fille qui est originaire des Pays de la Loire, Ouais. du nom de Sophie. Nous sommes mariés depuis près d'une vingtaine d'années. Euh, et puis voilà, avec Exciter, j'ai enregistré 3 albums. Dark Command en 97, je pense, Blood of Tyrants en 2000, et puis ensuite, un peu plus tard, en 2003, une espèce d'album compilation de plusieurs chansons des différentes époques de la carrière d'Exciter dans un album qui s'appelle New Testament. Ensuite, j'ai enregistré 2 albums avec le groupe suédois Assassin's Blade.
Le premier est sorti en 2016, je pense, qui s'intitulait Agents of Mystification, et le second qui s'intitule Gather Darkness et a été publié en 2019, si je me trompe pas. Et présentement, bon, je travaille depuis 2 ans environ avec John Ritchie et quelques autres musiciens qui sont des gens qu'on connaissait déjà depuis un certain, peut-être sauf pour le batteur, qui lui, on a rencontré par la suite, à la suite de quelques liens. On a demandé à certaines personnes de présenter des annonces. Bref, il est venu faire une audition. Son nom, c'est Lucas Derry. Et puis Todd, qui est le bassiste, qui a déjà joué avec un band, je ne sais pas si on remonte aux années 80, un band d'Ottawa qui était prometteur, qui s'appelait Witch Killer, qui a déjà publié un album à l'époque. Et puis, donc voilà, Todd était le bassiste de ce groupe-là. Et puis, il a eu une carrière au sein de la fonction publique fédérale aussi à Ottawa, un peu comme beaucoup d'entre nous qui habitons la région d'Ottawa-Gatineau. Et puis, voilà, il est maintenant à la retraite de sa carrière. Et puis, il ne se consacre qu'à la musique maintenant et aux choses agréables de la vie. D'accord. Alors bon, on va un petit peu aborder tout ça. Juste un petit détail, j'ai pas eu le temps de te le mettre par écrit puisqu'on a un petit peu avancé l'heure. En fait, j'ai mes sessions Zoom qui sont limitées à peu près à 35-40 minutes. Donc du coup, ce que je fais, c'est que on va faire en plusieurs sessions. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui arrive à la fin, voilà, je fais une petite coupure. Ça prend à peu près 5 minutes. J'en fais une autre, je te renvoie le lien, etc., quoi. Pas de Voilà. problème. À ta Euh, guise. Ok, donc voilà, donc on l'a dit, tu es surtout connu pour avoir été le chanteur de Exciter durant une dizaine d'années, et tu reviens donc avec ce nouveau projet qui se nomme Power Age avec John Ritchie, ancien guitariste de Exciter également. Alors apparemment, vous en Mhm. êtes au stade des démos. Alors voilà, tu as pu m'en envoyer deux. Euh, est-ce qu'elles ont des titres, ces deux démos ou pas encore? Ça fait ces deux titres. Est-ce qu'ils ont des noms de C'est morceaux? des titres de chansons? Ouais. Oui, ben en fait, il y en a un qui s'appelait euh, faudrait que je vois ici. Je vais pouvoir te trouver ça tout de suite. Il y en a une qui s'appelle Haunted Hell. Je veux juste savoir, être sûr que je ne vais pas me tromper. Et l'autre s'appelle encore toujours Dragon Man. Alors, celle qui était un peu plus rapide s'appelle Dragon Man. D'accord. Et celle qui était un tempo un petit peu plus lourd, plus lent, s'appelait Haunted Hell. Ok. Alors justement, voilà, donc tu as pu me les envoyer, donc c'était merci encore. Donc celle qui est la plus courte, elle me fait penser vraiment voilà à du Exciter pur jus, tandis que la plus Mhm. lente, il y a un petit côté black metal old school dedans. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Death Metal Old School, oui, en effet. Je veux dire, c'était même intentionnel. John a décidé justement de d'écrire une chanson qui allait avoir un certain impact, mais pas tant par l'agression et la vitesse, si on veut, d'exécution, mais beaucoup plus avec le feel justement d'une espèce de rouleau compresseur, d'un bulldozer. C'est le genre de chanson que j'aime bien, que j'aime particulièrement. Le thème, évidemment, avec un titre comme Haunted Hell, bon, c'est les thèmes qui sont chers à John Ritchie. La guerre, les cauchemars, bon, tout ce qui peut faire peur et tout ce qui peut horrifier, si on veut. Euh, c'est une forme de dénonciation finalement de ce qui impressionne John, mais de façon négative. Et puis voilà, donc rouleau compresseur, bulldozer, je pense que c'est le titre avec un côté sombre. Hmm. C'est un peu la façon dont je décrirais le mood de cette chanson-là. D'accord. Et du coup, donc on le verra un petit peu, mais euh, quand vous étiez ensemble dans Exciter, John, je sais qu'il voulait se charger vraiment de toutes les paroles parce qu'il avait une idée très précise. Est-ce que du coup, pour Power Age, tu as un petit peu pu écrire ou c'est toujours le même fonctionnement? Mhm. Écoute, je suis peut-être devenu un peu paresseux en travaillant avec John pendant une dizaine d'années.
Je me souviens, je veux dire, il y a le tout premier groupe que j'ai formé avec John, ça remonte à 1980, 1980, 89, je pense 88. Alors, ça remonte à il y Blackstar? a très, très longtemps. Alors, c'est un groupe qui s'appelait Black Blackstar? Star. Et puis, nous avons composé à cette époque-là une douzaine de chansons. Nous nous sommes produits en public une seule fois ici à Ottawa. Et puis, bon, pour des raisons que j'éviterai d'exposer parce que c'est pas tellement intéressant, j'ai décidé de quitter ce groupe-là. Et puis, finalement, ça a été la mort du projet de Black Star. À cette époque-là, c'est moi qui écrivais les paroles. Mhm. Même si ma maîtrise de l'anglais était pas tellement bonne et puis qu'elle ne se comparait pas du tout à celle que j'ai maintenant. Parce que quand je suis arrivé, moi, je partais de la ville de Québec où j'avais habité pendant un certain nombre d'années, donc une ville qui est entièrement francophone. Et puis, quand je suis venu m'établir dans la région d'Ottawa, je parlais pas du tout l'anglais. Et puis, donc, je suis arrivé ici en 86, donc 88, c'est 2 ans plus tard. Mon anglais s'était amélioré un petit peu, mais bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que j'avais des paroles qui étaient beaucoup plus celles que j'avais à cette époque-là, tu sais, au début de la vingtaine, mi-vingtaine, idéaliste, on a envie de refaire le monde, on voit tout ce qui ne fonctionne pas, puis on aurait le goût de changer, on a le goût d'être profond, de faire une réflexion qui est assez intéressante. Pour moi, ça pouvait justement se prêter le métal pouvait se prêter à ce genre de discours-là. Et puis, John, bon, a fonctionné avec ça sans problème, sans dire quoi que ce soit, mais quand il m'a rappelé quelques années plus tard pour faire partie d'Exciter en 95-96, là, il m'a dit, écoute, c'est moi qui vais... Moi, je connais la formule d'Exciter, je sais exactement ce que ça prend, et sur le plan des paroles, ce que toi, tu écris, ça convient pas vraiment. Donc, à ce moment-là, je m'en charge. Est-ce que ça m'a fait plaisir de continuer tout simplement repris la même formule avec Power Rage. C'est John qui est le leader du groupe et puis c'est lui qui écrit toutes les paroles et la musique. Nous les enseignons et puis on essaie de former voilà. J'ai eu un OK. petit bug. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ça faisait peut-être une demi-heure, non? Pas tout à fait. Non, 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 ça a duré quelques secondes. Bon, ok, espérons que ça ne le fasse plus. Euh, D'accord. Euh, donc du Donc, coup, j'étais en train de dire tout simplement que voilà, c'est la même formule que nous avions reprise dans le cadre de Power Rage. d'accord, ok, très bien. Euh, du coup, ce nom de Power Age, est-ce que vous l'avez choisi en rapport avec l'album d'ACDC? Et est-ce que tu penses que c'est pas un choix de nom un petit peu difficile concernant le référencement pour pouvoir vous trouver sur Internet et tout ça, quoi? Écoute, j'ai eu de nombreuses discussions avec John, mais j'ai D'accord. appris au fil des ans, écoute, ça fait plus de 30 ans que je connais John. Euh, j'ai eu plusieurs discussions à ce sujet-là. Moi, mon idée idéale ou initiale, en fait, c'était d'appeler tout simplement le band Richie. C'est un nom qui est court, punché, qui fait référence au nom du groupe, du musicien principal, en fait, qui est le leader du groupe. Et ça aurait pu être non seulement vendeur, mais ça aurait pu être un bon couronnement pour John, pour la carrière qu'il a eue, d'avoir un band qui s'appelle tout simplement Richie. Et lui, il était pas d'accord avec ça du tout. Il voulait absolument pas. Il dit, mon nom, c'est pas vendeur. Tout le monde s'en fout. Bon, bref. On a eu de longues discussions là-dessus. Et puis, finalement, je veux dire, j'ai eu la même attitude que celle que j'ai d'habitude, en fait, avec John. C'est que, bon, ben, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je me suis engagé justement dans ce projet-là en me disant, je n'aurai peut-être pas de décision. En fait, je prendrai peut-être pas part au processus décisionnel qui concerne tout ce qui a trait en fait aux activités d'Exciter, pas d'Exciter, mais excusez le lapsus, tout ce qui a trait à Power Rage. Et puis finalement, bon, on a lancé des idées au fil des semaines quand on a commencé à travailler ensemble. Et puis ensuite, il est arrivé avec
Power Rage. Donc, dans le nom, il y a Power et le R mitoyen est doublé pour qu'il y ait le mot Power et le mot Rage. Et à son sens, c'était un mot qui résumait bien le type de musique qu'il voulait produire. Powerful, donc à pleine puissance, et Rage qui, faut quand même pas se le cacher, John, le principal élément motivateur lorsqu'il fait de la musique, heavy metal, ce sont les frustrations qu'il a vécues pendant toute sa vie, qui ont peut-être même culminé à un certain moment dans une certaine rage. Et c'est comme ça qu'il réussit à l'expier, cette rage-là, par l'entremise du heavy metal. Et ça a donné le style John Ritchie, euh, le style de musique. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu comme toi, difficile à référencer, trop d'allusions possibles ou de liens possibles à faire avec Power Age, mais qui, lui, est Power Age. Alors, l'âge de la puissance de Power Age, mais la différence est tellement subtile que la plupart des gens, la première fois qu'ils entendent le nom de notre groupe, ils vont tout de suite faire le lien avec AC/DC. Moi, je trouvais ça dommage, mais bon, c'est la décision que John a prise, et puis voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec AC/DC, et c'est un mot valise, si on veut, en anglais, qui rassemble les concepts de pouvoir, de puissance et de rage. D'accord. Et du coup, là, vous pensez pouvoir sortir un album prochainement ou c'est encore vraiment en En chantier? fait, l'album est en train de se faire enregistrer, donc les démos que tu as entendues, ça a été enregistré il y a au moins un an et demi. D'accord. Donc, c'est déjà du vieux matériel, mais c'est ça. Donc, on a signé un contrat de disque avec High Roller Records en Allemagne. Et puis, voilà. Donc, on est déjà, la musique est presque toute enregistrée. Il ne restera bientôt plus qu'à enregistrer les pistes de voix. Alors, ce sera à mon tour de faire ma part. J'estime que je devrais être en mesure de commencer à enregistrer la voix à la fin de mai ou au début de juin. D'accord. Et si tout va bien, parce qu'il faut pas oublier que nous travaillons tous, nous avons des day jobs, comme on dit en anglais, donc ou bien, comme disait Madame Galabru dans la femme de l'acteur, elle disait, faut bien qu'on croûte. Ouais, ben nous aussi, en tant que musicien métal, faut bien qu'on croûte. Donc, on doit travailler, avoir des. Donc, si tout va bien, l'album devrait sortir à fin d'automne, début de l'hiver de la présente année. D'accord, ok. Ça va si on peut l'écouter cette année. Donc du coup, voilà, on en a un petit peu parlé. Donc, tu as joué à plusieurs reprises avec John Ritchie dans différents groupes. Comment est-ce que tu décrirais votre alchimie musicale? Euh, Écoute, ça a évolué un peu avec le temps. Tu vois ce que je t'ai raconté au sujet de Black Star, qui était le tout premier projet. La Hmm. dynamique était complètement différente et John était prêt à cette époque-là à essayer quelque chose de nouveau. Maintenant, je veux dire, il est revenu à la formule Exciter et je sais pas si tu as remarqué, mais les albums Blood of Tyrant et Dark Command étaient plus sombres et plus lourds, plus élevés que ce que Exciter faisait traditionnellement, surtout si on compare aux deux premiers albums, aux trois premiers albums. Mhm. Euh, Quand on a commencé à travailler ensemble, moi, j'ai accepté justement de me laisser guider, de dire je vais utiliser mon talent et je vais le mettre au service de ton projet. Parce que toi, tu as une idée, une bonne idée de ce que tu veux produire comme résultat. Et moi, je me dis, si je commence à vouloir interférer à tout bout de champ dans tout le processus de création et d'enregistrement, je veux dire, ça risque de donner un résultat qui n'a aucun sens ou qui va peut-être même dans tous les sens, ce qui veut dire aucun sens. Et puis, je me suis dit, le résultat risque d'en souffrir. Donc, valait mieux, moi qui avais un style de vocal qui était beaucoup plus semblable à celui par exemple, d'un mélange de Rob Halford et de Bruce Dickinson, par exemple. Donc, un son beaucoup plus clean. Avec John, il a fallu que je modifie mon style pour qu'il soit beaucoup plus agressif
et par manque de meilleurs qualificatifs, un peu plus criard, si on veut. Donc, une voix beaucoup plus rauque, quelque chose que j'étais pas habitué à faire, ce qui m'a obligé à changer ma technique de vocale et puis à m'adapter beaucoup. Donc, mais les résultats ont été excellents. Les critiques ont été bonnes. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça. C'est pas, l'alchimie s'est créée dans la mesure où il y avait John qui voulait absolument faire quelque chose et moi qui étais à 100% réceptif et prêt justement à reproduire tout ce qu'il voulait que je reproduise sur le plan vocal. Cette alchimie-là, comme on l'a vu dans Blood of Tyrants et Dark Command, a donné de bons résultats et nous souhaitions tout simplement reprendre cette même chimie-là, si on veut, pour donner naissance au prochain album que nous allons enregistrer ensemble, à savoir celui de Power Rage. D'accord. Il a un nom, en fait, cet album, ou pas encore? Pas encore. D'accord. Il va probablement porter le nom d'une des chansons qu'il y a dessus. Il y en a une dizaine qui ont été D'accord. écrites justement pour l'album. Et puis, nous n'avons pas encore décidé exactement. Ça, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait discuter avec le label, avec High Roller Records. Ils auront très certainement leur mot à dire là-dessus. Et puis, c'est la même chose pour la pochette. On est en train de négocier justement, et puis de travailler avec un artiste à qui on envoie des idées, qui nous envoie des croquis, et puis ensuite, éventuellement, on va finir par trouver quelque chose qui va nous convenir et qui va convenir à High Roller Records. Ok. Donc, du coup, donc pour le projet dont tu nous as parlé des bassistes et batteurs, donc tu nous dis que le batteur, il est arrivé un petit peu plus tard. Vous en aviez un autre à la base, ou comment ça s'est passé? En fait, ce qui est arrivé, c'est que par où commencer? Euh, John et moi, je veux dire, on était en contact depuis, mais en contact très sporadique depuis un certain temps. John, quand j'ai quitté en 2016, j'ai quitté Exciter et il voulait plus rien savoir de me parler. Il était fâché D'accord. profondément. Il m'en voulait Pourtant, il doit avoir d'avoir laissé l'habitude. le groupe, ouais, d'avoir laissé le groupe une troisième fois. Et puis, ensuite, quand les choses ont commencé à mal tourner avec la dernière version d'Exciter avant la réunion des membres originaux, Ouais. là, il y avait de la bisbille qui commençait à avoir lieu justement au sein du groupe. Et puis, il m'a contacté à un moment donné pour me dire, écoute, si jamais je devais décider de mettre tout le monde à la porte, est-ce que tu serais prêt à venir? Et je lui ai dit, écoute, si c'est pas pour l'instant, je lui ai dit, regarde, on en reparlera en temps et lieu. Pour l'instant, je dirais oui, mais si tu n'as pas besoin de moi pour l'instant, je veux dire, pour le moment, ben écoute, on s'en parlera peut-être plus tard lorsque tu auras besoin de moi. Donc, j'avais gardé la porte ouverte. Par la suite, John a décidé. En fait, c'est pas spontané, hein. C'est un fan d'Exciter et de John Ritchie à Ottawa qui voulait le rencontrer de temps en temps, faire signer des albums, whatever, puis il a eu l'occasion de. C'est quelqu'un que je connaissais aussi d'ailleurs, ce fan-là, qui était un batteur. Et ce batteur-là n'a eu de cesse de dire à John à répétition, ce serait bien que tu repartes un groupe, tu devrais appeler Jacques pour venir chanter avec toi, puis moi je pourrais jouer de la batterie avec toi. Et John, bon, au début, il résistait, mais par la suite, il a fini par dire, OK, ouais, bon, ben écoute, on va se réunir. Il y avait Todd Pilon, je n'ai pas mentionné son nom de famille, le bassiste, Todd Pilon, qui parlait avec John depuis déjà un certain temps et qui lui disait aussi qu'il serait une bonne idée de former un nouveau groupe. Donc, on a fini par avoir une réunion à quatre et puis ça, c'était le groupe qui devait justement composer le nouveau projet, si on veut. Par la suite, ce drummer-là, il s'est avéré que c'était un bonhomme super fantastique, je veux dire un bonhomme ultra sympathique, mais qui n'était pas le bon drummer pour nous. Donc, on a demandé justement à quelqu'un que John connaissait, qui avait déjà fait des spectacles à brûle-pourpoint comme ça. C'est un drummer qui joue avec plusieurs groupes et c'est un peu un mercenaire, mais c'est un mercenaire ultra technique. C'est un excellent batteur. Et puis, je me souviens quand Exciter avait joué au Sweden Rock, je sais pas trop, il y avait
une espèce de croisière heavy metal. Et puis Exciter devait jouer là, puis le drummer Rick Charon pouvait pas faire ce spectacle-là, donc ils ont demandé à ce bonhomme-là. Il a remplacé Rick, il a très bien fait. Et puis John s'est dit, OK, on va l'engager. Sauf que il est venu pratiquer pendant un certain temps, puis comme ça prenait beaucoup de temps et que lui était tellement occupé avec tous ses autres projets, il a fini par nous dire, écoutez, si jamais vous avez besoin de moi ponctuellement, je pourrais revenir, mais de là à travailler de façon permanente avec le groupe, ça fonctionnera pas. Donc, on s'est retrouvé encore sans drummer ou sans batteur. Et puis ensuite, on a passé des annonces. Il y a quelques candidats qui sont venus faire des auditions. Et puis, on a décidé de jeter notre dévolu sur un jeune batteur du nom de Lucas Derry, qui était pas connu justement sur la scène musicale d'Ottawa. Et puis, voilà, ce bonhomme-là travaille avec nous depuis près de 2 ans maintenant. C'est 1 an et demi. Et puis, voilà, ça fonctionne très bien. D'accord, donc c'est lui Et qu'on c'est comme entend ça que sur nous les l'avons deux trouvé. démos. Exactement. Ok. Et du coup, donc j'avais vu qu'à un moment donné, donc il y avait un de vos anciens batteurs qui faisait partie d'un tribute band à Kiss. C'était le tout premier, c'est ça? Ou C'était le deuxième. c'était le Le deuxième? deuxième dont je te disais il faisait partie de plusieurs bandes. En fait, D'accord. celui-là, c'est lui qui jouait le rôle de Peter Criss Oui, dans un band d'hommage à Kiss, justement. d'accord. Ok. Donc, je te propose que l'on commence par le début. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas dans la musique, tes influences de l'époque, et du coup, comment est-ce que tu t'es dirigé vers le chant? Bah, en fait, c'est un peu comme je t'en avais glissé mot au tout début. Comment est-ce que je suis tombé dans le chant? C'est par pure paresse. Moi, j'ai été élevé. Pardon? Non, je rigolais. Il y a de quoi rigoler. Je veux dire, c'est un peu ironique, justement, de dire que c'est par pure paresse. Ben, je t'explique en quelques mots. Je veux dire, moi, à l'âge de 17 ans, je savais jouer de rien, mais j'aimais beaucoup la musique. J'étais déjà un amateur de Kiss qui a fini par se familiariser avec le heavy metal. Le premier album de metal que j'ai entendu, c'était Unleashed in the East de Judas Priest. Et ça, j'ai automatiquement eu la piqûre pour le heavy metal. Pour moi, je veux dire, si je devais apporter seulement un album dans une île déserte où je devais passer le restant de ma vie à écouter le même album, ce serait Unleashed in the East. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai été élevé dans un patelin où il se passait pas grand-chose, hein. J'étais en Cambrousse, le long du fleuve Saint-Laurent. Et puis, à un moment donné, je sais qu'il y avait dans notre petit village, à Saint-Jean-Port-Joli, pour ceux qui veulent, qui sont curieux de savoir où ça se trouve. À Saint-Jean-Port-Joli, il y avait une salle communautaire où il y avait des jeunes qui se retrouvaient là, puis qui allaient s'écraser pour écouter de la musique, whatever. Et puis, il y avait un groupe, un trio, qui n'avait pas de chanteur, qui savait jouer. Et c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir quelqu'un que je connaissais qui jouait de la musique et qui jouait de la guitare lead et qui était quand même assez bon. Donc, je leur ai dit, écoutez, vous avez pas de chanteur, je vais chanter pour vous. Et là, ils m'ont regardé en riant. Ils ont dit, ben, toi, t'as jamais chanté de ta vie? Non, ça nous intéresse pas. Et puis, par la suite, dans le village voisin, il y avait un jeune qui s'était fondé un band, qui, lui, avait besoin d'un chanteur aussi. Puis, il est venu me voir un soir dans un bar. Il s'est dit, écoute, j'ai entendu dire que tu voulais chanter. Est-ce que tu veux faire partie de mon groupe? Je dis, oh oui, pourquoi pas? Et puis, on a fait un spectacle comme ça. C'était rien de grandiose. Mais ça m'a donné la piqûre. Je me suis dit, bon, ben écoute, j'ai eu de bons commentaires. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'étais talentueux, donc je les ai crus. Ça faisait mon affaire de les croire, évidemment. Et puis, par la suite, ben, je me suis mis à essayer d'imiter justement les chanteurs qui m'influençaient le plus. Quand je parle des influences, ben, je dois nécessairement arriver à cette époque-là avec le fameux triumvirat, mon triumvirat, mais peut-être celui de bien d'autres chanteurs, à savoir Rob Halford, Ronnie James Dio et Bruce Dickinson. Ces chanteurs-là, je les ai adorés, admirés, adulés. J'ai essayé de les reproduire longtemps sans être capable de leur leur arriver à la cheville, si on veut. Mais à coup de mots de gorge et de spectacles un peu ratés au fil des ans, j'ai fini par m'améliorer et puis ensuite par devenir un chanteur respecté.
recherché même parce que j'ai commencé à évoluer un peu plus sur la scène musicale dans la région de Québec, la ville de Québec. Et puis là, ben, des chanteurs métal, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, des chanteurs métal qui étaient capables de chanter du Manowar et du Judas Priest, il y en avait très peu. Alors donc, j'étais assez sollicité, donc j'avais pas de mal à me trouver des groupes et des projets musicaux. Et puis ensuite, c'est quand j'ai progressé comme ça. Et en 86, j'ai déménagé dans la région de Gatineau, Ottawa. Et là, j'avais l'intention de poursuivre, jouer avec des groupes locaux. Je veux dire, j'espérais toujours pouvoir devenir une rock star en me disant que ça n'arriverait jamais. Et puis, c'est toujours pas arrivé non plus. Donc, et puis, et puis après, je veux dire, c'est là que je suis tombé sur un bonhomme qui m'a dit que John Ritchie venait de quitter Exciter, ça faisait peut-être une couple d'années, et puis il cherchait un chanteur. Et il m'a dit, tu devrais le contacter, whatever. Et à l'époque, John Ritchie était propriétaire d'un magasin d'instruments de musique. Et puis, donc, je l'ai contacté là. On a fait une audition. Et puis, il m'a trouvé pas trop mal. Il m'a dit, écoute, ça fait quelques chanteurs qu'on auditionne, mais t'es forcément le meilleur que nous avons auditionné jusqu'à maintenant. Sauf qu'en discutant avec les autres membres du groupe, et en l'occurrence, il s'agissait de Black Star, quand il a discuté avec les autres membres du groupe, il s'est dit, écoute, c'est un excellent chanteur, mais il risque d'avoir l'air d'un bouffon en spectacle entre les chansons parce qu'il sait pas parler anglais. Et puis, tu sais, je veux dire, il va baragouiner quelque chose qui aura aucun sens. Et moi, je veux quelqu'un de dynamique, etc. Mais les autres musiciens lui ont dit, écoute, garde, quand tu entends Udo de Accept ou d'autres musiciens qui sont soit allemands, suédois, ou bon, peu importe, qui parlent plus ou moins l'anglais, ça pose pas de problème. Donc, ça a convaincu John et puis j'ai commencé à travailler justement avec Black Star à cette époque-là. Cette association-là avec John a fait en sorte que dans la région d'Ottawa, ben évidemment, j'étais beaucoup plus connu. Ça a rehaussé mon profil, ça a augmenté ma valeur justement sur le plan du marché des musiciens. Et à partir de ça, ben, je veux dire, j'ai fait partie d'autres groupes, mais dont qui sont pas forcément dignes de mention. Et puis, c'est cette première collaboration-là qui a incité John à me rappeler par la suite lorsqu'il s'est retrouvé tout seul en 95-96 et puis qui m'a demandé de faire partie d'Exciter. D'accord. Et du coup, voilà, donc tu disais que, voilà, que Judas Priest était un de tes groupes préférés, voire ton groupe préféré. Comment tu as réagi le mois dernier à l'annonce du décès de Les Binks, le batteur qui avait joué justement sur un Unleashed in the East? Écoute, pour être franc et honnête avec toi, c'est le genre de choses que, tu sais, Les Binks, moi, j'estime que c'est probablement le meilleur batteur que Judas Priest a jamais eu. D'accord. Mais je veux dire, il faisait partie de Judas Priest à une époque où les autres membres, en fait, le bassiste, Ian Hill et puis Les Binks, pour moi, ça avait une importance secondaire. Moi, je ne voyais que Rob Halford, Glenn Tipton et puis K.K. Downing. Pour moi, ça, c'était le visage de Judas Priest. Je pense que D'accord. c'était voulu comme ça aussi. Et puis quand Les Binks est décédé, ben, donc j'ai été beaucoup plus déçu par le fait, par exemple, qu'on remplace K.K. Downing, puis par le fait par la suite, par la force des choses, qu'on remplace Glenn Tipton. Pour moi, c'était pas une mort réelle, mais c'est le remplacement de Glenn Tipton, pour moi, c'est ce qui a tué Judas Priest dans mon esprit D'accord. complètement. Évidemment, ce qui continue de produire, c'est bon, c'est bien. Rob Halford, à l'âge qu'il a là, je veux dire, il n'y a pas l'éclat qu'il avait en trentaine ou en quarantaine. Moi, je me souviens à l'époque où il se montrait torse nu, je veux dire, sur scène. C'était une bête vocale, mais bête de scène aussi. Aujourd'hui, bon, il se cache sur des tonnes de chaînes, de studs, de cuir, il marche voûté, whatever. Est-ce qu'on peut lui en faire le reproche? Non, parce que à l'âge qu'il a, le fait qu'il fasse encore ça et qu'il arrive encore à chanter comme il le fait maintenant, ça tient presque du miracle. Mais pour moi, Judas Priest, je veux dire, la mort de Les Binks et la mort des autres musiciens que j'ai peut-être pu admirer dans ma vie, c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup parce que
en philosophe, finalement, je me dis, ben, ça fait partie de la vie, la mort. C'est normal, faut que ça vienne. J'aurai ma fin, moi aussi, un de ces quatre. J'essaie de la retarder le plus possible, mais ça viendra bien. D'accord. Ok. Donc, sauf erreur de ma part, donc tout en faisant tes armes dans divers petits groupes dont tu as parlé, tu as également été journaliste dans un magazine qui s'appelait Le Monde du Rock. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Ah, ben ça a été une expérience inespérée, impromptue, mais très enrichissante et à certains points exaltante. Moi qui ai toujours été un fan de Kiss, j'ai pu faire une entrevue avec Paul Stanley et Gene Simmons à l'hôtel Le Concorde à Québec. J'ai pu les rencontrer backstage justement pendant la tournée Lick It Up. Euh, en fait, comment est-ce que c'est arrivé? À Montréal et à Québec, je veux dire, le journalisme rock ou métal, si on veut, on était à ses premiers balbutiements. Je me souviens, j'avais un bonhomme que j'aimais bien, qui était une connaissance, mais presque un copain, qui travaillait justement pour le monde du rock qu'il avait aidé à fonder à Québec. Un peu sur la même formule que le journal Live à Montréal. Donc, c'était le pendant là, de Live, si on veut, ou l'équivalent à Québec. Et puis, lui, ben, il y avait une petite équipe, mais ces gens-là, à Québec, il y en a très peu qui parlaient anglais. Moi, je baragouinais un peu l'anglais. Mais bon, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu voudrais faire des entrevues en anglais avec certains artistes lorsque, par exemple, nous n'avons pas le temps d'aller les voir, etc. J'ai dit, écoute, oui, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais hésité à me lancer dans quelque chose que je connaissais pas parce que je me disais, ce sera une expérience. Puis si je me casse la gueule, ben tant pis. Puis si je réussis à tirer les marrons du feu et même à bien faire, ben tant mieux. Alors donc, j'ai commencé à faire des entrevues dans des bars avec des bands quand même assez connues comme Anvil, par exemple. Et j'étais un fan d'Anvil aussi. Donc, j'ai eu la chance de les rencontrer à quelques reprises lorsqu'ils venaient jouer dans les bars. Coney Hatch, Saga, le groupe canadien de Vancouver. Et plein d'autres, là, les Killer Dwarfs, par exemple, qui venaient de Toronto, Honeymoon Suite, qui était un peu plus de musique commerciale, si on veut. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on m'a donné toujours des entrevues avec des bandes plus haut prestige, si on veut. J'ai fait une entrevue avec Joe Perry, à l'époque du Joe Perry's Project. Mhm. Et ensuite, j'ai eu la chance inouïe de faire mon entrevue avec Paul Stanley et Gene Simmons. Et j'ai même eu l'occasion aussi de rencontrer les gars de Nazareth quand ils sont venus jouer à Québec avec Black Sabbath dans la tournée Born Again. Et j'ai eu l'occasion justement de rencontrer Ian Gillan. Ça n'a jamais été une idole, mais c'est un chanteur que j'ai en très haute estime. Et puis voilà. Donc ça a été grosso modo mon expérience. Et ça a fini en queue de poisson, comme ça a commencé un peu. Je veux dire, ensuite, voilà, je sais pas, je me souviens plus si j'ai déménagé ou. Mais bref, je pense que le journal commençait à avoir du plomb dans l'aile et puis bon, mais tranquillement, pas vite, je pense que le projet s'est démantelé puis ça a cessé d'exister tout simplement. D'accord. Je te propose qu'on fasse une première petite coupure.